Nous allons débuter avec ce nouveau volet de ce colloque scientifique, avec donc tout d'abord un volet de présentation des organismes de remise de chaîne assistance et notamment de leur programme dédié à la remise auprès des jeunes avec troubles du spectre de l'autisme. Et nous allons en particulier débuter avec une intervention donc, de Sébastien Dufaux, qui est directeur général de l'association Handichien. Merci beaucoup Nicolas, merci pour l'invitation à venir présenter nos travaux. On a eu deux premières interventions extrêmement scientifiques et techniques. La mienne va être beaucoup plus pratico-pratique, je vous le dis tout de suite. Il n'y aura pas de grandes citations scientifiques et littéraires dans ce que je vais vous présenter, mais effectivement nos programmes et comment est-ce que nous accompagnons nos bénéficiaires. Alors j'ai commencé cette présentation par une citation. Un enfant qui ne regarde pas commence à regarder, un enfant isolé commence à interagir, un enfant anxieux s'apaise grâce à un chien. Le chien d'éveil n'est pas un compagnon, c'est un déclencheur de vie. C'est comme cela que chez Handichien nous imaginons notre programme de chien d'éveil. En tout cas, c'est la finalité à laquelle nous espérons, et c'est ce à quoi nous espérons que nos bénéficiaires et leur entourage arrivent à parvenir une fois qu'on leur a remis un compagnon. Notre fondatrice, tout à l'heure, vous a présenté rapidement nos différents types de chiens d'assistance. Donc, Handichien a été fondé en 1989. Depuis 1991, c'est donc plus de 3500 chiens qui ont été remis à des bénéficiaires ou des référents de structure. Le premier type de chien pour la raison pour laquelle l'association a été fondée, c'était les chiens pour les personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, c'est toujours le cœur de notre association, puisque 59% des chiens qu'on a remis sont dans cette catégorie-là. Le but étant de leur faciliter la vie, comme ça a pu être indiqué tout à l'heure par Mira, comment ouvrir des portes, ouvrir des placards, les aider à se déshabiller, aboyer en cas d'urgence pour signaler qu'il y a un problème, ramasser des objets, appuyer sur des interrupteurs, voilà, toutes ces choses qui, pour une personne totalement valide, nous paraissent bêtes, mais qui deviennent extrêmement compliquées dès qu'on est en fauteuil, puisque ne serait-ce qu'ouvrir une porte de placard, bah oui, il y a les armatures du fauteuil qui peuvent taper dans les portes de placard et empêcher son ouverture. Donc le chien peut avoir toute son utilité à ce moment-là. Le chien d'éveil, je vais le passer, puisque c'est ce qui va être développé par la suite. Le chien d'assistance pour personnes épileptiques, c'est des chiens à la fois d'alerte. Le but est de prévenir les crises avant qu'elles n'arrivent. Alors c'est extrêmement aléatoire selon les individus. Par contre, pour un individu, c'est quasiment tout le temps le même timing. Ça va de 30 secondes en moyenne à 20 minutes chez la plupart des bénéficiaires, et ça peut monter jusqu'à 45 minutes, 1 heure chez certains. Donc de quoi leur changer la vie, puisqu'effectivement ça leur permet de se mettre en sécurité, de prendre un traitement par anticipation, d'appeler un proche, s'ils sont en ville, de se réfugier dans une pharmacie. Bref, effectivement ça leur permet de retrouver un semblant de vie un peu plus calme. Et au-delà de l'alerte, les réactions pendant et après la crise, c'est entre autres les seuls chiens qu'on forme qui doivent réagir à une non-commande, c'est-à-dire lorsqu'une personne est au sol, va réaliser que la personne est au sol et devoir aller se coucher contre lui, voire sur lui, pour, par pressothérapie, l'aider à reprendre conscience plus vite. Normalement, lorsqu'on a un chien, on lui demande de faire quelque chose et il le fait. Là, il faut qu'il soit conscient qu'il faut faire quelque chose quand on ne lui demande pas. Donc, effectivement, ça demande des chiens avec des capacités un peu particulières. Et puis, une fois que la personne reprend conscience, et bien, effectivement, de réagir à différentes commandes. Apporter un téléphone, apporter une trousse de médicaments, aller appuyer sur un bouton d'alarme, voilà, toutes ces choses-là. Ça, c'est des chiens remis à titre individuel. Et on remet aussi des chiens à titre collectif. Donc, c'est des chiens d'assistance à mission collective. Tout d'abord, le chien d'accompagnement social, c'est lui qui va aller dans des IME, dans des centres de rééducation, dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite. Le but de ces chiens, c'est qu'ils sont remis à des référents, des personnes totalement valides, qui travaillent dans ces établissements-là. Et le chien va alors devenir un membre à part entière de son équipe. Il va avoir son planning d'intervention, puisque le but c'est aussi de conserver un bien-être de l'animal, de ne pas le surexploiter. Donc il va avoir son planning d'intervention, ses jours de repos, ses jours de congé, les périodes où il est en repos dans la journée parce qu'il a suffisamment fait, et puis comme nous, il a droit à 15 minutes pour aller boire le café. Voilà, tous ces éléments-là. Et donc le chien va travailler avec les résidents ou les personnes de ce centre-là pour des actions toutes bêtes. Alors ça va d'exercices simples chez des personnes âgées, lui dire, voilà, il est à côté de moi, est-ce que vous en aviez un quand vous étiez plus jeune?
et ça oblige la personne à se plonger dans ses souvenirs, à verbaliser les choses, à reparler. Un résident qui ne sort plus de sa chambre parce que c'est pas forcément envie de sortir, est-ce que vous voulez aller promener le chien dans le parc? En général, ça marche à tous les coups et la personne fait 2 fois le tour du parc, là où auparavant, il ne voulait même pas faire une longueur de couloir. Donc tous ces aspects-là apportent directement aux personnes qui y sont. Le chien d'assistance judiciaire, il va être mis à différents types de structures. Ça peut être la gendarmerie, la police, les pompiers, des associations d'aide aux victimes, des services hospitaliers liés à l'enfance en danger. Et le chien va intervenir dans tout le processus judiciaire, du moins d'enquête et judiciaire, pour aider ces personnes, enfants ou adultes, à dépasser leur traumatisme et à passer outre les émotions qu'on leur demande de revivre, de façon à ce qu'ils ne revivent pas trop les séquences qu'on va leur demander de répéter pour la 2e, 3e, 4e fois. Donc ces chiens-là vont servir, entre guillemets, si je peux me permettre de le dire, de dérivatif émotionnel pour les personnes qui vivent ces traumatismes. Et enfin, le chien à la réussite scolaire. Là encore, le chien est remis à un éducateur, un enseignant, un membre du corps éducatif ou de l'établissement pour intervenir sur une ou plusieurs classes ponctuelles pour les aider. Là aussi, ça peut permettre plein d'exercices différents aux enfants à travailler le langage, verbaliser. Le chien est de quelle couleur? Noir. C'est quoi le synonyme de noir? Quelle couleur et comment est son poil, sa texture? Il est arrivé quand? Travailler sur les chronologies, travailler sur la mobilité. Voilà, on peut imaginer plein d'exercices pour aider les enfants à avancer. Si maintenant je m'intéresse au chien dit d'éveil, vous allez comprendre pourquoi le dit est devant aujourd'hui, en quelques définitions et chiffres. Depuis 1991, c'est 566 binômes qui ont été formés dans cette spécialité. Actuellement, on a à peu près 300 bénéficiaires en France qui sont accompagnés par ces chiens. Et donc, qu'est-ce que le chien d'éveil? C'est un chien d'assistance spécifiquement éduqué pour stimuler, apaiser et favoriser les interactions sociales chez les personnes en situation de handicap ou de vulnérabilité, principalement des enfants avec des troubles de neurodéveloppement, polyhandicap ou troubles cognitifs. Donc ça, c'est la définition de base de notre programme. Aujourd'hui, on est confronté à un double phénomène. On a des demandes d'enfants de plus en plus jeunes, puisque les diagnostics ont évolué, ils sont de plus en plus précis, et aujourd'hui, entre autres, les enseignants sont aussi sensibilisés à l'identification de ces troubles et à donc sensibiliser les parents peut-être plus tôt. Et à l'inverse, on a aussi des diagnostics de plus en plus tardifs. C'est pour ça que j'ai dit le dit d'éveil, puisque le but du chien premier, lorsqu'on le remettait à un enfant, c'était de l'éveiller à son environnement. Là, aujourd'hui, on a de plus en plus de jeunes adultes, voire d'adultes de 20 ou 30 ans, qui viennent en nous disant j'ai été diagnostiqué récemment, est-ce que je pourrais avoir un chien? Et donc, eux, ils nous disent mais moi, j'ai pas besoin d'être éveillé, je le suis déjà. Bon, si ce n'est que dans nos statuts, on l'a appelé comme ça, donc on ne peut pas le changer. Donc, effectivement, ça reste l'appellation de chien d'éveil, mais aujourd'hui, effectivement, ça ne s'applique plus qu'aux enfants comme on a pu le faire à une époque, mais ça s'applique aussi pour des adultes et des personnes beaucoup plus âgées qui passent la majorité légale, entre guillemets. Comment sont formés les chiens? Alors là, le parcours est le même que ce soit pour un chien d'éveil ou pour toutes les autres typologies de chiens d'assistance. On achète les chiots à 2 mois, à peu près, dans des élevages, ou ils viennent de notre propre élevage. Et là, ils vont être intégrés à une famille d'accueil bénévole qui va travailler soit avec un éducateur salarié, soit avec un délégué bénévole, une personne qu'on a formée pour les aider à encadrer d'autres bénévoles. Et ils vont essayer d'en faire le chien idéal dont tout le monde rêve. Celui qui ne tire pas en laisse, celui qui ne se jette pas sur la nourriture, celui qui n'aboie pas à outrance, celui qui ne détruit pas. Bref, le chien que tout le monde aimerait avoir chez soi. Et le but de ces familles, c'est aussi de développer une sociabilisation que les chiens normalement n'ont pas, c'est-à-dire de l'emmener dans tous les lieux publics et dans tous les lieux qu'ils peuvent être amenés à côtoyer par la suite lorsqu'ils vont assister leurs bénéficiaires. Les emmener au restaurant, les emmener au cinéma, les emmener dans des musées, les emmener dans des administrations, dans les transports en commun, prendre le train, pourquoi pas prendre l'avion s'ils peuvent, l'emmener avec eux en vacances, ils habitent à la montagne, et ben très bien, vous allez à la plage, vous le prenez avec vous à la plage. Le but, c'est de l'amener dans tous les lieux que potentiellement il pourra avoir ensuite avec son futur bénéficiaire pour les habituer à vivre toutes ces stimulations-là et qu'ils le vivent bien le jour où ça arrivera. Pour ceux qui travaillent, effectivement, de l'emmener au travail avec eux. Ceux qui sont enseignants, ils découvrent une classe à ce moment-là. Quand c'est autorisé, on ne reviendra pas sur la question de l'éducation nationale juste avant.
Arrivé à 18 mois, le chien est rapatrié sur un de nos 4 centres de formation canin, bientôt 5, et là il est pris en charge par un éducateur professionnel. Pendant 1 mois, le chien va être soumis à toute une série de tests différents pour que l'éducateur puisse le connaître par cœur, connaître toutes ses réactions. Et au bout d'1 mois, c'est là qu'on va définir son orientation et sa future mission. Le but, c'est d'avoir le bon chien dans la bonne typologie. Tout à l'heure, effectivement, on vous a parlé du chien qui doit aimer les humains, mais pas les autres chiens. Effectivement, ceux-là sont parfaits dans les rôles de mission collective, mais ils ne seront absolument pas parfaits pour un bénéficiaire individuel. S'ils aiment tous les humains, la personne qui est en fauteuil ou qui est épileptique, le chien, quand il va sortir dans la rue, va vouloir aller gratter toutes les caresses qu'il peut dans tous les coins et pas se concentrer sur son bénéficiaire. À l'inverse, un chien qui est exclusif pourra être mis à un bénéficiaire unique, mais pas à une structure collective. Donc effectivement, le but des éducateurs à ce moment-là, c'est de pouvoir identifier ce tempérament chez le chien pour savoir vers quelle typologie orienter. Et après ça, ils vont travailler les commandes spécifiques au chien, c'est sa spécialisation, et ça va durer pendant à peu près 5 à 6 mois. Et enfin arrive le stage. Le stage de remise, c'est le moment où le chien est prêt, mais l'humain pas encore. Et c'est là qu'effectivement, on fait venir les bénéficiaires pour qu'ils puissent commencer à apprendre à communiquer avec leur chien. J'y reviendrai un tout petit peu plus loin, mais l'idée, c'est que sur ce stage, c'est pas de former le chien qui lui est OK, c'est vraiment de former l'humain qui va le recevoir sur comment communiquer avec mon nouveau binôme. Alors les spécificités d'un chien d'éveil dans sa formation, eh bien tout d'abord, on va chercher des chiens qui ont un tempérament plutôt stable et doux. Et à ce moment-là, les éducateurs vont pouvoir travailler sur l'apaisement, sur la patience, sur les interactions lentes. Le but, c'est pas qu'il jette sur son jeune bénéficiaire dès qu'il le voit. Mais effectivement, il va y aller, il va réclamer des câlins, il va réclamer de l'attention, mais pas forcément y aller comme une brute. L'adaptation à l'enfant. Les enfants peuvent avoir des réactions non maîtrisées, certaines fois avec des gestes ou des paroles ou des cris. Il faut que le chien soit aussi habitué à ce type de stimulation-là. La construction de rituels. Un exemple tout bête, lorsque les chiens sont en famille d'accueil, il est strictement interdit de monter sur un lit et un canapé. C'est une des consignes de base, le chien ne doit pas y aller. Et bien là, on va apprendre au chien à monter sur un lit pour aller faire un câlin à l'enfant le soir quand il se couche, de façon à le réconforter et à se dire, le rituel du coucher le soir, pour un enfant, ça peut être important. Et donc, on va introduire ce type de formation-là à ce moment-là. Le jeu comme mode de communication. On va apprendre à nos chiens à jouer aux cartes. Alors, c'est bête. Avec des cartes géantes. Le chien pioche une carte, l'enfant pioche une carte, ils font une bataille, c'est le plus fort des deux qui gagne. L'enfant est content quand il gagne. Bon, quand il perd, il perd. Ça lui apprend aussi cet aspect-là. Mais ça lui permet surtout d'avoir une interaction avec son compagnon canin. D'avoir des formes de communication différentes et de non-jugement. Le chien ne va pas le juger quand il perd et qu'il s'énerve. Et bien tant pis, il s'énerve, et puis c'est tout, le chien va rester à côté. L'enfant saute de joie parce qu'il est content, parce qu'il a gagné. Eh ben, tant pis, le chien sera content parce qu'il aura peut-être une ratouille à ce moment-là. Mais voilà, l'idée c'est d'instaurer ce type de jeu. On va leur apprendre à jouer de la musique. Je vous le dis tout de suite, ils jouent très très mal de la musique. Mais on leur apprend à appuyer sur les touches d'un piano avec la truffe. Ça fait du bruit. Ben, effectivement, chez certains enfants qui sont murés, qui n'ont pas de réaction, ça peut permettre de déclencher certains signaux, certaines formes de réaction qu'ils n'avaient pas précédemment et d'instaurer un contact entre l'enfant et le chien. Donc ça, c'est tout le travail de l'éducateur. Et donc la finalité, ça doit être de former un chien qui permet de capter l'attention et de rendre visible un handicap qui lui est invisible. Et effectivement, ben oui, peut-être que cet enfant ou cette personne a des réactions qui nous semblent peut-être étranges ou qui ne correspondent pas effectivement à ce qu'on attend de cette personne dans cette situation. Mais quand il y a le chien à côté, la personne peut se dire, bah, effectivement, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose, c'est pas juste une mauvaise réaction. Ensuite, ça permet de créer le contact, l'interaction, on en a beaucoup parlé jusqu'à présent, de stimuler les capacités. Bah, effectivement, c'est bête, mais lorsque nos chiens réagissent à un mot, ça va forcer l'enfant à prononcer ce mot et à le prononcer correctement si elle veut la bonne interaction. Les orthophonistes nous disent parfois, alors c'est quoi le mot de la semaine pour entraîner l'enfant? Et du coup, l'enfant s'entraîne la semaine avec son chien. Et quand elle y arrive, elle a une réaction. Et du coup, c'est un déclenchement positif pour l'enfant qui l'encourage à travailler, à apaiser les émotions et à rassurer l'entourage et les familles. Le chien donc, ne change pas le handicap, il change la manière de vivre. Et surtout, son but, c'est de transformer des vies. Quel parcours? Alors, je sais qu'il y a quelques bénéficiaires dans la salle. Le parcours, je sais qu'il est long, qu'il est compliqué pour vous.
Tout d'abord, c'est déposer un dossier directement sur Internet. Ce dossier passe devant une commission qui regroupe des médecins et des administrateurs de l'association, qui peuvent dire non ou qui peuvent dire oui. Si c'est oui, le dossier est transmis à un centre. Là, c'est les responsables de centre et les éducateurs qui vont prendre contact avec le bénéficiaire, soit en visio, soit en téléphone, soit en le rencontrant en réel, qui à ce moment-là diront oui ou non sur la faisabilité du projet. Et ensuite, effectivement, le bénéficiaire suit son cursus, débute une longue phase d'attente, on en est parfaitement conscient, et on essaie de l'écourter au maximum. Et après ça, donc, le stage de remise et le suivi. Et donc les spécifiques. Hop, celui-ci. Oui, c'est le dernier. Je m'arrête là. Le stage, c'est juste pour dire qu'effectivement, lorsqu'on remet un chien, sa remise, ce n'est pas la fin pour nous, c'est que le début. Donc il y a tout un suivi qui est fait la première année renforcée et surtout tout un suivi à la demande pour le bénéficiaire qui peut ensuite nous contacter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an si jamais il a un problème avec son chien. Merci beaucoup Sébastien. Je vais vous proposer de faire un temps de questions-réponses plutôt groupé et donc de passer à notre deuxième partenaire, donc Fondation Mira, qui est représentée par Charlotte Moses-Bélanger et Nat François aujourd'hui. Merci Nicolas, merci, bonjour tout le monde. Merci énormément de l'invitation Nicolas et Marine. On est très très heureuse de pouvoir représenter la Fondation Mira ici à Reims. Donc on a fait un long voyage, vous vous en doutez, avec mon accent. Donc je me présente, Charlotte Moses-Bélanger, je suis psychoéducatrice et conseillère clinique à la Fondation Mira, puis je suis accompagnée de Nat François qui est directrice de la recherche. Donc aujourd'hui, on va vous présenter le programme de chien d'assistance pour les jeunes qui présentent un TSA. Chez Mira, on a 4 programmes forts. Donc, on a le programme de chien guide pour les personnes non-voyantes, programme de chien d'assistance à la mobilité, programme de chien d'assistance en institution et le programme TSA. Donc, on va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Et je vais passer la parole à Nat pour les débuts du programme. Oui, on a voulu faire ça comme un duo pour réveiller dans l'après-midi un peu tout le monde. Donc en fait, parce que c'est la partie recherche, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on a fondé toutes nos pratiques sur de la recherche, ce qui est très, pour moi, chercheur, vraiment valorisant de travailler au sein d'une association comme ça, d'une fondation comme ça. Donc nous, pour débuter le programme TSA, c'est passé par le premier protocole expérimental, le premier protocole exploratoire d'attribution de chiens. On a réfléchi en 2003 comment on allait faire ça, et ça s'adressait plutôt, nous on appelait ça TED, trouble envahissant du développement, je ne sais pas si ça avait la même terminologie ici en France, donc, et syndrome apparenté, donc tout ce qui avait à peu près les mêmes choses. Donc on a commencé à voir comment on allait attribuer ces chiens-là, et dès 2003, des chercheurs se sont joints à la Fondation Mira et ont mené une étude scientifique pendant 6 ans et ont collecté des informations sur ce premier protocole d'attribution et de savoir comment ça allait se passer. Alors évidemment, c'était l'introduction d'un chien dans une famille dans laquelle il y avait un enfant autiste. Et je voulais tout de suite vous parler des résultats, parce que c'est ça qui a fait qu'après on a continué le programme, c'est qu'on a tout de suite trouvé une diminution significative du stress physiologique chez l'enfant. Ça a été fait avec des dosages de cortisol dans la salive, et le cortisol au réveil a diminué, a fait une chute spectaculaire et passé de 58% à 10%, ce qui était vraiment révélateur d'un effet physiologique extraordinaire. On a évidemment regardé d'autres aspects, comme les comportements problématiques observés par les parents. Ça, c'était via d'autres personnes. On a vu que les crises de colère avaient vraiment diminué et les comportements répétitifs également. Cette recherche-là a été publiée dans l'article Vio et ses collaborateurs en 2010. Et donc, c'est à la suite de ça qu'en 2010, Mira décide officiellement, avec des données probantes et des résultats aussi spectaculaires, de commencer le programme TSA. Et là, je laisse la parole à ma femme. Donc, vous donnez quelques statistiques de notre programme en date d'aujourd'hui, donc c'est tout frais. On a à ce jour, à moins que je n'aie pas eu les dernières nouvelles dans les dernières 48 heures, mais on aurait 352 bénéficiaires actifs donc, qui ont un chien d'assistance pour jeunes autistes. Et depuis le début du programme, on a effectué 1058 attributions. Encore là, c'est uniquement pour notre programme TSA.
Et on a actuellement 37 personnes sur la liste d'attente. Je vais en parler un petit peu plus tard du déroulement. On a des ouvertures de la liste d'attente qui sont périodiques. Donc, on va ouvrir plusieurs fois par année là, pour un nombre de places. Donc, nos chiens, les chiens avec lesquels on travaille, donc chez Mira, on est très, très heureux de pouvoir travailler avec notre propre cheptel de chiens. Donc, on s'occupe de la reproduction. J'allais dire on est chanceux, mais on a travaillé fort pour atteindre ça. Donc, on travaille maintenant avec du Labrador, du Bouvier bernois, le croisement entre les deux, donc le Labernois, et le Saint-Pierre, qui est le croisement Labernois, mais en fait, on est venu chercher des spécificités au niveau physique. Donc, le marquage blanc au milieu du visage, le poitrail, le bout des pattes, le bout de la queue, ils sont très, très attrayants. Ils attirent beaucoup la convoitise. Donc, on est venu chercher un équilibre entre le côté travaillant du Labrador, le côté très affectueux du Bouvier bernois. Donc, ça nous donne le Saint-Pierre. Donc, je vais vous présenter la démarche de participation au programme. On commence par le processus de sélection. Donc, dépôt de la demande qui se fait en ligne. Les critères d'admissibilité, donc, c'est d'être âgé entre 5 et 21 ans au moment d'une première demande. Je parlerai un peu plus tard des renouvellements, mais si on a un jeune adulte qui a déjà eu un chien, qui est maintenant âgé de plus de 21 ans, ils peuvent tout à fait là, faire une demande pour obtenir un renouvellement. Il faut évidemment démontrer un intérêt pour les chiens, présenter des besoins qui sont significatifs pour un chien d'assistance, donc oui, dans le quotidien à la maison, mais également dans d'autres environnements, dans des sorties, en milieu scolaire peut-être. Il faut également avoir une capacité ou un potentiel à gérer le chien. Dans le cas où on est des enfants plus jeunes ou plus sévèrement atteints, par exemple, les parents vont venir jouer un rôle très, très important auprès du chien. Il faut avoir un contexte de vie qui est favorable à l'accueil d'un chien d'assistance, présenter un rapport diagnostique récent et de ne pas avoir d'autres chiens à la maison. Ensuite de ça vient l'étape de l'analyse de l'éligibilité qui se fait par notre équipe d'intervenantes et si tous les critères sont répondus dans la demande, les familles sont invitées pour une évaluation sur site chez Mira. Donc, on va évaluer les besoins de la personne, le degré d'attirance également envers le chien. On va utiliser des outils, le CARS, qui est le Childhood Autism Rating Scale, qui est un outil de mesure de la sévérité de l'autisme. Ce n'est pas un outil de diagnostic, c'est vraiment un outil pour nous indiquer un peu le degré là, de défi que la personne va vivre. On travaille avec une grille d'attirance qui a été développée chez Mira pour venir évaluer le degré d'intérêt, le style d'interaction que l'enfant va avoir envers le chien. On fait des observations, des mises en situation également, puis un entretien semi-dirigé avec les parents et avec l'enfant aussi. Donc, s'ensuit une décision en comité clinique. Donc, chaque dossier évalué est révisé par une équipe d'intervenantes cliniques et chapeautée par moi-même également. Et ensuite de ça, on va rendre la décision et la personne est inscrite sur notre liste d'attente. On estime, à partir du moment où la décision est rendue, un délai de 12 mois qu'on est en mesure d'attribuer les chiens. On s'est beaucoup amélioré sur nos délais d'attente, on est très fiers de ça. Donc maintenant, pour ce qui est de l'attribution du chien, des suivis, une fois que la demande est acceptée, les familles sont invitées en rencontre préparatoire. On va leur expliquer un peu notre processus, les étapes à travers lesquelles ils vont passer pour recevoir leur chien. Donc, il y a une portion qui est individuelle et une portion qui est en groupe. Donc, nous, on fonctionne en mode classe d'attribution. Les gens sont hébergés chez Mira sur une séance de 9 jours. Donc, logés, nourris chez nous. Donc, on prépare la cohorte, là, les 8 familles qui vont être ensemble. On fait une rencontre virtuelle de groupe pour que tout le monde apprenne à se connaître un petit peu avant de démarrer cette aventure. Donc, pendant la classe, l'enfant participe accompagné d'un parent. On a 3 types de classes en fonction de l'âge puis du degré là, d'aisance de l'enfant avec le chien. Donc, on a des classes initiation, intermédiaire et avancée. Donc, l'encadrement qui est offert pendant nos classes, on a un instructeur canin qui est responsable de l'entraînement du chien, du pairage, donc de chien et enfant, et de tous les apprentissages en lien avec les manipulations avec le chien. Comme Sébastien disait, les chiens sont prêts, mais là, le travail, c'est maintenant de former les humains. Et également, on a la chance d'avoir une intervenante qui va être présente en tout temps pendant la classe d'attribution, qui va offrir un soutien psychosocial, faire des adaptations également pour les familles. Une fois que cette classe est terminée, les familles retournent à la maison et dans la semaine et demie là, qui va suivre l'attribution, l'instructeur va au domicile pour venir s'assurer que l'installation se passe bien, les premiers moments, les premières nuits, les premiers week-ends. Donc, ce suivi-là d'installation. Et ensuite, il y a un suivi par mois pendant 6 mois qui est effectué, un suivi qui va être conversationnel ou
physique, si le besoin s'en fait sentir. Donc, ces suivis-là se font à l'aide de questionnaires en ligne ou d'entrevues téléphoniques. Et par la suite, on va tomber à des suivis annuels, conversationnels, et on va se rendre sur place là, si jamais il y a des petites choses à travailler avec les équipes. Ensuite de ça, les suivis qui sont optionnels, si je peux dire, on a des classes d'appoint, surtout pour le programme pour nos jeunes TSA. Donc, on va les inviter à venir faire un court séjour, 1 journée, 2 journées chez Mira pour venir retravailler. Des fois, ça peut être pour gagner en autonomie avec leur chien, dans le cas où c'est les parents au tout début qui ont été plus impliqués. On veut passer le pouvoir à l'enfant. Donc, ensuite, on a les intégrations scolaires dont je vais parler. Je sais que c'est un sujet chaud. Puis, des suivis qui sont plus personnalisés. Puis, bon, après ça, on a la retraite et le renouvellement, si c'est souhaité. Donc, le renouvellement n'est pas automatique. C'est sur la base d'évaluation, évidemment, et du désir du bénéficiaire, bien sûr. Donc, pour les objectifs et les attentes pendant la classe d'attribution, j'en ai parlé, là, je vais aller assez rapidement ici, mais on veut enseigner aux familles, aux enfants, la lecture du chien. Donc, comment bien lire son chien. Je sais que c'est une expression qui ne fait pas de sens, là, mais en tout cas, dans le domaine du chien, ça nous parle beaucoup. Comment détecter comment notre chien se sent, se comporte, qu'est-ce qu'il tente de nous communiquer. On leur enseigne l'utilisation du matériel, la laisse, le harnais, le collier, les commandes de base, les interventions et le renforcement auprès du chien. On va pratiquer beaucoup de sorties dans les centres commerciaux, transport en commun, puis transfert de connaissances entre le parent et son jeune enfant autiste. Pour ce qui est des intégrations scolaires, ce ne sont pas tous nos bénéficiaires qui vont souhaiter ou pouvoir intégrer leur chien à l'école. Ça fonctionne par évaluation. Donc, on va inviter nos jeunes qui manifestent l'intérêt d'amener leur chien à l'école. On les invite en petite classe d'appoint, en séjour de 2 jours, avec un instructeur et une intervenante. On va ensuite s'occuper, nous, Mira, de la prise de contact avec l'école, la direction, leur transmettre nos protocoles, transmettre comme quoi c'est un chien qui est entraîné, qui est certifié, que cet enfant-là a réellement besoin d'un chien d'assistance. Donc, on s'occupe de la coordination de toutes les parties prenantes pour planifier cette demi-journée-là d'intégration. On va communiquer aussi avec les transporteurs scolaires, les autobus. Donc, les bienfaits qui sont rapportés par les bénéficiaires et le personnel scolaire, c'est une augmentation de la motivation scolaire, un apaisement qui est plus rapide, une amélioration du climat de classe, même si le chien est dédié à un seul élève, la simple présence du chien peut faire du bien à tout le monde. Diminution de l'anxiété lors des explications, des évaluations, diminution des crises, des désorganisations et l'amélioration des relations avec les autres jeunes. Donc, au Québec, l'enfant en situation de handicap, le chien est reconnu là, au niveau de la charte comme moyen de pallier un handicap, et de la façon que le système scolaire est fait, ils doivent se conformer à cette charte-là. Donc, évidemment, on rencontre des fois certaines réticences, aussi, oui. Donc, on a travaillé fort. M. Noël Champagne s'est battu aussi beaucoup pour les familles, pour faciliter l'accès aux enfants aux écoles. Donc, maintenant, on est assez confiants et on réussit à accompagner presque tous nos bénéficiaires qui veulent intégrer un milieu scolaire, puis ça se passe très bien. Donc, un petit peu de statistiques. Au niveau des demandes qu'on a reçues au fil des années depuis que le programme est ouvert, vous voyez là, qu'il y a une période entre 2019 et 2023 où le programme a été fermé. Ce n'est pas juste à cause de la COVID. On a eu énormément de demandes. De 2014 à 2018, on avait une liste d'attente qui était très, très longue. Donc, on a décidé de fermer le programme, de servir les gens sur nos listes d'attente. Puis maintenant, depuis 2024, on est très heureux d'avoir ouvert le programme. Donc, voilà pour ça. Ah, j'avais juste ça de statistiques. Ah ben. OK, c'est tout. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention.